Alors bonsoir. La présentation de ce soir est intitulée « La plongée, c'est aussi du sport, les clés de l'entraînement, de l'entretien physique à la performance ». Donc pour ça, on va parler à travers le prisme de la performance, qu'elle soit sportive ou simplement dans une optique d'entretien de sa condition physique et d'améliorer ses capacités physiques dans le cadre d'un passage de niveau en plongée par exemple. L'exposé va se découper en 3 parties. Une première où on va aborder rapidement les disciplines sportives fédérales et en particulier la plongée sportive en piscine qui nous servira de cas d'école pour la deuxième partie de l'exposé, plus longue, où on parlera plus particulièrement des principes de base, des clés d'outils utilisables pour développer la performance et l'entretien physique et on terminera par une conclusion rapide. Afin de clarifier quelques notions qui vont être utilisées dans la suite de la présentation, je vais commencer par définir quelques termes récurrents dans l'exposé. Le premier, c'est le terme d'activité physique. Donc on parle d'activité physique pour tout mouvement corporel, qu'il soit sportif ou non, produit par la contraction des muscles squelettiques, entraînant une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense énergétique de repos. Autrement dit, quand on fait de l'activité physique comme le ménage, les courses, le footing, c'est de l'activité physique. On parle de sport lorsqu'on est sur une activité physique particulière parce qu'elle est socialement reconnue comme un lieu de confrontation interindividuelle dans l'optique de réaliser la meilleure performance possible ou une meilleure performance que les concurrents. Le sportif, c'est quelqu'un qui va pratiquer un sport, qui va le pratiquer de façon régulière et ascétique en vue d'augmenter ses performances et qui va participer à des compétitions. Et la notion de performance, on va l'utiliser comme l'évaluation qualitative ou quantitative d'une activité physique, qu'elle soit sportive ou non sportive. Alors parmi les activités physiques, ce soir évidemment on va parler de plongée. Donc la plongée sous-marine dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt ce qu'on a sur les images. Mais c'est aussi en France une fédération qui s'appelle la 2FE2SM pour Fédération française d'études et de sport sous-marin, une fédération qui a délégation du ministère des Sports pour organiser les activités sportives qui dépendent de ses prérogatives. Donc c'est elle qui va pouvoir choisir les disciplines, les épreuves, les compétitions, voire organiser les équipes de France pour les compétitions internationales, tant que ça reste bien sûr dans le cadre du Code du sport. Au sein de la 2FE2SM, un certain nombre d'activités sportives sont organisées au niveau national comme au niveau international. On distingue la plongée sportive en piscine, le hockey subaquatique, l'apnée, la photo vidéo sous-marine, la nage en eau vive, la nage avec palme, le tir sur cible subaquatique et l'orientation subaquatique. Parmi ces activités, 3 ont le statut de discipline de haut niveau avec des listes ministérielles pour les sportifs de haut niveau, au même titre que pour la natation, le foot ou le tennis. Il s'agit du hockey subaquatique, de l'apnée et de la nage avec palme. Au niveau international, l'organisation des compétitions est réglementée par la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Comme vous pouvez le remarquer, l'intitulé est en français, parce que pour la petite histoire, c'est Jacques-Yves Cousteau qui a créé cette fondation, enfin d'abord cette fédération, en 1959, dont il a assuré la présidence pendant plusieurs mandats. D'autres disciplines sportives subaquatiques existent également, en dehors de la 2FE2SM, comme par exemple le rugby subaquatique, qui est également géré par la CMAS, ou encore la chasse sous-marine en apnée, aussi appelée pêche sportive en apnée, qui est gérée par la 2FPSA et aussi par la CMAS au niveau international, donc là aussi avec des rencontres nationales et internationales. Alors bien sûr, on ne va pas explorer les particularités de chacune de ces disciplines ce soir, on va juste parler un petit peu de plongée sportive en piscine, qu'on va décliner rapidement comme un cas d'école pour parler d'entraînement derrière. Donc la PSP, c'est 11 épreuves sur 23 à 300 mètres en piscine, donc des courses avec à l'intérieur des exercices de plongée. 5 épreuves sont plus particulièrement représentées,
et c'est celle qu'on va retrouver au championnat de France. Et 10 épreuves existent au niveau international pour les compétitions CMAS. Les épreuves reines, entre guillemets, sont le 50 immersion, le 100 mètres combiné, le 50 mètres octopus monobloc, le relais 4 x 50 mètres torpedo et le 200 mètres trial. À titre d'illustration, je vais présenter ici rapidement une des épreuves, le 200 mètres trial, qui est probablement la plus belle et la plus difficile de ces épreuves. Donc là, elle sera présentée rapidement en bassin de 25 mètres. Donc ça commence par un départ plongé avec le scaphandre sur le dos, du plot ou un saut droit, du plot ou à côté du plot. Ensuite, on doit réaliser 15 mètres avec le scaphandre et aller déposer son bloc après la ligne qui se situe à 15 mètres et terminer la longueur en apnée. Une fois arrivé de l'autre côté, on doit faire 3 longueurs en surface, donc avec palme et masque, voire tuba, qui n'est pas obligatoire, mais qui est possible d'utiliser. Ensuite, on refait à nouveau une apnée de 15 mètres pour aller récupérer son bloc. On termine la longueur et on enchaîne avec 3 longueurs supplémentaires en immersion. Donc l'épreuve s'arrête lorsqu'on a touché le mur à l'issue des 200 mètres. Une petite vidéo pour illustrer. Donc là, on voit les compétiteurs sur le plot de départ. Départ par terre, comme en natation. On plonge avec la bouteille sur le dos. Ensuite, à la ligne des 15 mètres, on va déposer son bloc. On passe sur tuba pour ceux qui nagent avec tuba. À partir donc du 25 mètres, on a le droit de refaire surface, mais on peut aussi continuer. On voit qu'il y en a qui continuent jusqu'à 50 mètres quasiment, la longueur en apnée. Arrivé donc au niveau du mur, culbute classique. Retour donc en palme masque tuba. Donc là, les athlètes, entre guillemets, ne sont pas forcément au maximum parce qu'ils savent qu'ils vont avoir derrière une apnée d'un peu plus de 15 mètres, plus le recaplage qui va être réalisé juste derrière. Donc on voit les différentes techniques, hein. Il y en a qui sont en ondulation, il y en a qui sont en palmage, il y en a qui font un mixte des deux. Et donc une fois qu'ils ont récupéré leur bloc, ensuite ils terminent. Donc là, comme on est en bassin de 50, un aller-retour sous l'eau. Et le chronomètre s'arrête une fois qu'ils ont touché le mur donc de l'autre côté. Donc après, c'est toujours la même chose. Donc on va écourter la vidéo. Alors, au premier abord, on pourrait se dire que c'est quand même pas tout à fait la même chose si on veut s'entraîner sur un 200 mètres trial tel qu'on vient de vous le montrer là, ou simplement s'entretenir physiquement quand on fait de la plongée loisir. Certes, c'est pas exactement la même chose, mais on va voir qu'il y a quand même un certain nombre d'outils, un certain nombre de bases qui finalement sont communes, et c'est ce qu'on va voir plus particulièrement dans la deuxième partie de présentation. Donc qu'on soit sédentaire et qu'on cherche à s'entretenir un petit peu physiquement pour prendre plus de plaisir à plonger, plonger davantage en sécurité, ou qu'on soit dans une logique de se préparer pour une performance à un instant donné. Parmi les notions qu'on va voir, la première notion est celle de déterminant d'une performance. Donc il s'agit d'une dizaine de facteurs qui conditionnent la réalisation d'une performance, encore une fois qu'elle soit sportive ou non sportive. Et bien sûr, en fonction du temps, des moyens qu'on va dégager pour chacun de ces facteurs, lorsqu'on va les travailler, on va pouvoir contribuer à la performance. Quand on est sur du sport de haut niveau, bien sûr, on va travailler l'ensemble des paramètres. Quand on est sur du loisir, on va en travailler 3, 4, voire 5. C'est déjà très bien. Donc les 10 déterminants vont être présentés sur la diapositive suivante. Et pour chacun d'eux, on va voir rapidement
leur contribution relative selon les niveaux de pratique qu'on vient de voir précédemment, qu'on soit plutôt sur de l'entretien physique ou qu'on soit plutôt sur du sport de haut niveau. Donc là, le premier, c'est la capacité de l'organisme à fournir de l'énergie. Pour produire une activité physique, on a forcément besoin d'énergie et donc on va travailler spécifiquement les filières de production d'énergie, quel que soit finalement le niveau de pratique. On a besoin également d'un certain nombre de qualités physiques qui vont être différentes en fonction de l'exercice qu'on va faire derrière. Et ça, ces deux premiers sont évidemment importants, quelle que soit la finalité. Ensuite, on a les qualités mentales et cognitives, donc qui vont plutôt être importantes pour nos pratiquants 3, mais aussi un petit peu pour le pratiquant 2. Les qualités techniques, là aussi, surtout pour le pratiquant 3, un peu moins pour le pratiquant 2. Les qualités tactiques sont nécessaires uniquement lorsqu'on fait de la compétition. Le matériel, il est extrêmement important dans le cadre de la compétition, un peu dans le cadre du pratiquant 2, beaucoup moins dans le cadre du pratiquant loisir. La partie planification et programmation d'entraînement, dont on reparlera plus loin dans l'exposé. La partie environnement, que ce soit familial ou professionnel. La partie gestion de l'épreuve ou de la compétition. Et la partie hygiène de vie. Donc pour la suite de l'exposé, on va surtout parler de la partie capacité à fournir de l'énergie et rôle des qualités physiques, qui sont bien sûr toutes les deux étroitement liées. En ce qui concerne la capacité à fournir de l'énergie, donc nécessaire pour l'activité physique, quelle qu'elle soit, classiquement, on distingue 3 processus ou 3 filières en fonction de l'utilisation ou non de l'oxygène et en fonction de la combustion complète ou non du substrat énergétique. La première, c'est l'anaérobie alactique. La deuxième, c'est l'anaérobie lactique. La troisième, c'est l'aérobie. On va chercher à développer les filières en adéquation avec les besoins de l'activité physique considérée. Pour ça, on a besoin de 3 critères qui vont être utilisés pour cibler la filière: l'intensité, la durée d'effort et la récupération entre les efforts. La fourniture énergétique se résume de manière simplifiée par cette fameuse courbe d'Ovald, qui ne date pas d'hier, mais qui est toujours d'actualité. Sur l'axe des X, on a le temps. Donc attention, ce n'est pas continu, on est sur plutôt une échelle de type logarithmique. Sur l'axe des Y, c'est la quantité d'énergie qui est fournie par chacun des 3 processus, chaque courbe correspondant à un processus. Donc on constate qu'on a 3 filières bien distinctes, aussi bien au niveau temporel qu'au niveau spatial, que ces filières, à un instant donné, donc lorsqu'on se place sur l'axe des X, ne sont jamais pures. On a souvent la contribution de 2, parfois même de 3 filières, qu'elles s'enchaînent, elles sont successives, séquentielles, qu'on a une certaine inertie, c'est-à-dire qu'elles ne se déclenchent pas instantanément pour la deuxième et pour la troisième, que la quantité d'énergie qui est fournie est à peu près divisée par 2 quand on passe d'une filière à l'autre, et que lorsqu'on a plusieurs efforts, sans avoir une période de récupération, finalement, on va se retrouver avec un décalage vers la droite par rapport à la filière sollicitée lors d'un effort donné. La troisième courbe, donc, qui correspond à la filière aérobie, est classiquement associée à un paramètre très important en entraînement qui est la VMA. Donc VMA pour vitesse maximale aérobie. Ça correspond à une vitesse, que ce soit une vitesse de course ou une vitesse de nage, à partir de laquelle je vais basculer sur le processus anaérobie. Autrement dit, je n'arrive plus à fournir toute l'énergie dont j'ai besoin uniquement avec la filière aérobie. Donc finalement, cette vitesse seuil va être utilisée pour nous permettre de cibler l'intensité de la sollicitation de chacune des filières. Cette VMA, donc pour vitesse maximale aérobie, classiquement, on est capable de la maintenir entre 5 et 10 minutes avant d'arriver à épuisement. Plus je vais être au-dessus de cette VMA, donc plus je serai en lactique, plus je vais être en dessous de cette VMA et plus je serai finalement en capacité aérobie.
Donc la capacité aérobie, ça permet de faire des efforts jusqu'à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là, en ce moment, on est tous en utilisant notre filière aérobie puisqu'on est sur une intensité très faible. Donc ce paramètre, il est donc très important sur le terrain et donc on va avoir quelques méthodes relativement simples pour l'évaluer. En temps normal, si on veut vraiment avoir une vitesse très précise, il faudrait des investigations physiologiques qu'on ne fait que très rarement sur le terrain. La première méthode classiquement utilisée, c'est celle des sprints sur 50 mètres. Ça consiste à réaliser 5 sprints de 50 mètres avec 2 minutes de récupération. On retire le meilleur, on retire le moins bon, et ensuite on garde 70% de la vitesse moyenne des 3 qu'on a conservés. Et donc ces 70% de cette vitesse permettent d'estimer à la louche la VMA. Donc l'avantage, c'est que c'est relativement facile, c'est relativement rapide. L'inconvénient, c'est que c'est relativement approximatif aussi. Ça donne un ordre d'idée, mais ce n'est pas la méthode la plus précise. Ensuite, on peut se faire un petit tableau Excel assez simple avec les temps que l'on va recueillir et donc recalculer nos 70% pour sur le terrain pouvoir après les utiliser instantanément. La deuxième méthode que je vous présente, c'est la méthode dite continue. Donc là, on va demander au plongeur de nager 5 minutes si on est plutôt sur des débutants, jusqu'à 6-7 minutes quand on est plutôt sur des confirmés, à la plus haute vitesse constante possible. Cette plus haute vitesse constante correspond approximativement à la VMA. L'avantage, c'est que là aussi, c'est relativement rapide comme test. L'inconvénient, c'est que là aussi, ça nécessite de relativement bien se connaître, puisqu'il faut être capable d'être à sa plus haute vitesse constante sur la distance. Donc ça veut dire que c'est difficile finalement de faire ça avec des débutants. Et ça sous-entend aussi qu'on ait des athlètes qui soient dans un temps de maintien de la VMA, puisqu'en fait ça part du temps de maintien de la VMA qu'on a vu tout à l'heure, qui soit autour de 6, 7, 8 minutes, le temps qu'on va leur demander de nager à la plus haute vitesse constante possible. Là aussi, on peut se faire sur Excel assez facilement, à partir uniquement de ce tableau, les valeurs qu'on va pouvoir utiliser sur le terrain en rentrant simplement le résultat qu'on aura obtenu au test. Une autre méthode là, qui est un petit peu plus précise déjà, c'est celle des 5 x 200. Donc là, on va demander de faire 5 x 200 à vitesse croissante entre les 200 mètres, mais à allure constante sur chaque 200 mètres. Donc vous voyez tout de suite que là aussi, l'inconvénient, c'est qu'il faut que les plongeurs se connaissent bien pour être capables de respecter la consigne. On va leur donner 1 minute de récupération entre chaque 200 mètres et ils ont obligation d'avoir au moins 2 secondes de moins sur chacun des 200 mètres. Donc encore une fois, vous voyez que c'est important de bien se connaître pour pouvoir réaliser de façon correcte le test. Mais par contre, quand le test est réalisé correctement, il est déjà beaucoup plus fiable que les précédents pour estimer la VMA. Mais bien sûr, l'inconvénient, c'est que, encore une fois, il faut bien se connaître pour pouvoir les mettre en place. Là aussi, finalement, c'est assez simple après, puisque c'est à chaque fois vitesse égale distance sur temps, pour avoir les temps de passage, pour avoir les vitesses qu'on va pouvoir utiliser derrière en max ou en sous-max pendant l'entraînement. La quatrième méthode que je vous présente ici, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les plus connues, c'est la méthode dite progressive. Donc là, la grosse différence, c'est qu'on va cette fois imposer une vitesse aux plongeurs. C'est-à-dire que on va par exemple mettre un lièvre qui va marcher sur le côté si on est en surface et donc le nageur va suivre le marcheur qui marche sur le bord du bassin, ou bien on va utiliser un son par exemple avec une perche et un objet métallique, on tape sur la perche pour donner un signal auditif à chaque fois que le nageur doit se trouver à un endroit bien particulier de la piscine. On va augmenter progressivement la vitesse de 0,05 mètres par seconde toutes les 2 minutes. Et à partir du moment où l'athlète n'arrive plus à suivre la vitesse qui lui est imposée, on va regarder le palier complet de 2 minutes qu'il a réalisé. Et finalement, sur ce palier complet, ça correspond à la VMA. Donc là, le gros avantage, c'est que c'est de loin le test le plus fiable. Finalement, c'est quasiment ce qui est fait en médecine du sport pour évaluer ce type de paramètres, puisque là, on recherche quelque part la VO2 max, qui est mesurée en médecine du sport.
Et le gros inconvénient, c'est que il faut une personne qui marche sur le côté ou qui tape pour donner les temps de passage. Et il faut aussi plus ou moins connaître la VMA, puisqu'il faut que le test ne dure pas plus de 15 voire 20 minutes. Sinon, on a après un problème de fatigue qui fait qu'on va sous-estimer cette VMA. Donc l'avantage aussi, c'est que malgré tout, on peut se faire assez facilement sur Excel les temps de passage et puis pouvoir le faire sans avoir besoin d'acheter du matériel particulier. Le matériel particulier qui existe, en fait, c'est des rampes lumineuses où il y a des petites lumières qui s'allument et le nageur, il doit suivre les petites lumières qui s'allument, mais sauf que c'est des systèmes qui coûtent relativement cher. Alors, outre l'utilisation de la VMA qu'on vient de voir, on a besoin d'autres critères pour identifier finement dans quelle filière énergétique on se situe. Donc, on a l'intensité, on a la durée et on a la récupération des efforts précédents. Pour quantifier l'intensité, il y a différentes échelles, différents outils qui sont disponibles. Parmi les plus connus, on a une échelle de perception de l'effort, notamment celle à 10 échelons proposée par Borg, qui s'appelle donc CR10, et qui permet assez facilement d'estimer l'intensité de l'effort, cette intensité de l'effort permettant d'estimer finalement plus ou moins indirectement dans quelle filière on se trouve. On peut faire quelque chose de similaire à partir de la fréquence cardiaque. On sait qu'on a une relativement bonne relation entre l'intensité de l'effort et la fréquence cardiaque. On peut utiliser la vitesse de nage, comme par exemple la VMA telle qu'on vient de l'utiliser, mais aussi la vitesse max, voire d'autres vitesses particulières comme la vitesse critique. On peut aussi utiliser des outils de perception de la vitesse plus simples, comme par exemple de donner 3 intensités au nageur, qu'il va estimer lui-même, intensité lente, moyenne, rapide ou à fond. Si l'on veut cibler efficacement un entraînement par l'intermédiaire d'une situation de travail, on va avoir besoin de 5 paramètres. Donc on a commencé à en parler de certains. Donc ces 5 paramètres, c'est un nombre de séries qui peut être égal à 1, un nombre de répétitions d'un effort qui là aussi dans l'absolu peut être égal à 1, un temps, une distance ou une charge, donc qui va correspondre finalement au travail qu'on va lui demander. Un temps de récupération, donc qui peut être double, puisque si on a des séries et des répétitions, on va avoir un temps de récupération entre les séries et un temps de récupération entre les répétitions. Et une intensité ou une modalité d'exécution de l'exercice. Ces 5 paramètres doivent être explicités dans les consignes, de façon à pouvoir cibler véritablement ce que l'on veut travailler. Donc maintenant qu'on a vu les grandes caractéristiques des 3 filières, le paramétrage d'une situation et l'identification des intensités de travail, on va pouvoir regarder un petit peu plus en détail pour ces 3 filières, concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme situation de travail. Donc notre première filière, notre filière anaérobie alactique. Donc pour rappel, vous avez en haut à droite la petite courbe de tout à l'heure. La partie rouge, c'est celle qui nous intéresse là tout de suite. Donc elle a comme avantage d'être utilisable instantanément. Là maintenant, il y a une alarme ou quoi que ce soit, on se sauve tous en courant. Eh bien, on est tous dans la filière anaérobie alactique. Donc fourniture instantanée de la capacité maximale pour des efforts qui vont durer entre 7 et 20 secondes. La récupération pour ce type d'effort, elle va être de 2 à 3 minutes si on veut une récupération complète. Elle va être de 3 à 5 minutes si on veut récupérer d'une série. Et elle va être de 12 à 24 heures si on veut récupérer complètement d'une séance. Donc c'est une filière qui a travaillé. Quand on va être par exemple pour améliorer les départs si on est sur une nage sportive ou des distances courtes, par exemple sur le 23 immersion, mais aussi dans le cadre de la plongée loisir, par exemple, quand on fait l'effort pour remonter sur le bateau après une plongée et qu'on est bien chargé avec la bouteille, l'eau, etc., on va être finalement dans cette filière anaérobie alactique. Lorsqu'on va la travailler, si on veut la travailler spécifiquement, évidemment, on ne va pas faire une série avec une seule répétition, on va enchaîner des répétitions. Et lors des répétitions, la récupération entre les répétitions, souvent elle n'est pas complète, parce que là vous avez vu que c'est 2 à 3 minutes, donc ça veut dire que sinon ça ferait des séances extrêmement longues, donc on ne va pas mettre une récupération complète.
pour solliciter un peu plus l'organisme. Mais par contre, si on veut récupérer de la séance, il faudra quand même garder cet intervalle de 12 à 24 heures si on veut une récupération complète après une sollicitation importante. Donc c'est difficile de proposer des séances types ou des séquences types puisqu'elles sont extrêmement dépendantes du niveau de départ, de la période, des objectifs. Mais on va quand même prendre 3 niveaux de pratique et on va essayer de donner des exemples pour chacun de ces 3 niveaux. Donc on va prendre un premier niveau de pratiquant qui est dans l'optique simplement de s'entretenir. Un deuxième niveau de pratiquant qui par exemple préparerait l'épreuve du mannequin pour passer l'initiateur de plongée. Et un troisième pratiquant qui serait un PSPer confirmé. Et donc pour la suite, on va garder ces 3 niveaux de pratique et on va essayer de donner des exemples pour illustrer à chaque fois. Donc si on est dans l'idée de développer l'anaérobie à lactique, on peut par exemple prendre notre échelle de vitesse perçue avec, je vous rappelle, lent, moyen, rapide à fond, en termes d'intensité, ce qui correspond, si on prenait l'échelle de Borg, à quelque chose qui serait entre 7 et 10 sur l'échelle de Borg. Et donc là, on voit dans le petit tableau, on va le voir un petit peu plus en détail, 3 exemples de séquences ou de séances en fonction du niveau de pratique. Donc pour notre pratiquant 1, ça pourrait être par exemple quelque chose comme 2 à 5 séries de 4 à 6 fois 25 mètres à intensité rapide avec 30 à 45 secondes de récupération entre les répétitions et 50 mètres nage libre. Il fait ce qu'il veut comme nage, mais il nage lentement pour récupérer, donc une logique de récupération active. Pour notre pratiquant 2, on pourrait proposer 2 séquences de PMT avec 2 à 4 séries de 4 à 5 fois 25 mètres, là aussi rapides. Là aussi avec des temps de récupération un peu plus courts pour ce qui est entre les répétitions, mais relativement similaires entre les séries. Puis une récupération lorsqu'on va passer au deuxième bloc. Et sur le deuxième bloc, un petit peu plus long sur 50 mètres, mais là aussi 2 à 4 séries de 3 à 5 répétitions avec quelque chose comme 30 secondes de récupération et 50 mètres nage libre entre les séries. Pour notre troisième pratiquant, donc qui serait dans une logique de performer en compétition pour un PSPer confirmé, 3 blocs, donc forcément une séance beaucoup plus longue, un bloc pas le masque tuba, un bloc avec le scaphandre sur le dos et un troisième bloc, là aussi avec le scaphandre sur le dos. Le premier de type 2 à 4 séries de 5 à 10 sprints sur 15 mètres, avec un départ toutes les 30 à 45 secondes, selon le niveau bien sûr, et une récupération active entre les séries. Un deuxième bloc, donc là avec le scaphandre, départ plongé plus une distance de nage, et là aussi une récupération entre les séries, entre les répétitions. Et un troisième bloc de type pyramide, où c'est départ plongé plus 15 à 50 mètres, avec des intensités décroissantes au fur et à mesure qu'on augmente la distance, qui redeviennent croissantes sur la deuxième partie de la pyramide. Et là aussi, une récupération active entre les 2 blocs. Donc entre le premier bloc et le deuxième, quelque chose comme 100 mètres d'eau souple, et entre le deuxième et le troisième, une récupération active un petit peu plus longue de type 200 mètres d'eau souple. Pour ce qui est de la deuxième filière, donc là on passe sur la filière anaérobie lactique. Donc comme on a vu tout à l'heure, il y a une certaine inertie si on est sur le premier effort qui est de l'ordre de 15 à 20 secondes. Autrement dit, l'organisme n'est pas capable tout de suite de fournir un maximum d'énergie dans cette filière-là si on part d'une position relativement repos, entre guillemets. Donc là, tout de suite, on voit l'importance de l'échauffement, par exemple, puisque le but du jeu, c'est que dans un effort, on soit capable tout de suite de fournir un maximum d'énergie dans cette filière-là. Donc là, on est sur des efforts qui vont être entre 30 secondes et 2 minutes, lorsqu'on est plutôt en sous-max, plutôt 30-40 secondes, lorsque vraiment on est au maximum de l'intensité qu'on peut fournir. En termes de récupération, la récupération pour un effort, elle va être de l'ordre de 20 minutes si on est sur une récupération active.
c'est-à-dire que si on continue à faire un effort modéré, elle va être plutôt autour de 1 à 2 heures si on est sur une récupération passive, c'est-à-dire je m'assois, j'attends que ça se passe, quoi. La récupération d'une séance, elle est beaucoup plus longue que ce qu'on a vu pour la première filière, puisqu'elle est de 48 à 72 heures, puisqu'en fait, on va produire une certaine quantité d'acide lactique qu'on va devoir ensuite réutiliser par ailleurs ou éliminer, tout dépend de comment on se positionne, mais enfin en tout cas l'organisme va devoir entre guillemets s'en débarrasser, et donc c'est ça qui prend finalement plus de temps avant de pouvoir refournir un maximum de ses performances. Donc là finalement c'est une filière qui est surtout à travailler quand on est sur des efforts entre 50 et 100 mètres, ou lorsqu'on est sur des efforts qui vont être un petit peu plus longs que nos 7 à 20 secondes de tout à l'heure, et où on a quand même besoin de fournir une intensité un peu plus élevée, comme par exemple en plongée, lorsqu'on doit faire un remorquage tout équipé d'un plongeur qui lui-même est tout équipé, pour peu qu'il y ait un petit peu de courant ou autre, on va tout de suite se situer dans cette filière-là. Donc là aussi, comme tout à l'heure, on ne va jamais faire un effort, une récupération complète. On va faire un effort et puis on va prendre une récupération incomplète et enchaîner différents efforts pour solliciter davantage la filière et attendre la fin de la séance quelque part pour prendre une récupération complète. Donc si on regarde le même principe de présentation que tout à l'heure pour nos 3 niveaux de pratiquants, ça pourrait se décliner de la manière suivante. Donc on serait toujours en termes d'intensité sur quelque chose qui va être entre rapide et à fond, puisqu'on a besoin d'une certaine intensité pour pouvoir solliciter cette filière-là, sinon on reste dans notre filière aérobie. Et là aussi, on serait, si on utilisait l'échelle de Borg, à quelque chose qui serait entre 7 et 10. Donc pour notre premier niveau de pratiquant, ça pourrait être par exemple 2 à 5 séries de 4 à 6 fois 50 mètres. Donc là, on est obligé d'avoir des distances un petit peu plus longues, puisque rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a dit sur le temps pour cette filière. Et à nouveau, des temps de récupération inter-série et inter-répétition. Et globalement, donc si on compare avec la filière de tout à l'heure, on a finalement distance et récupération qui vont être plus longues, mais on va avoir tendance à l'inverse à avoir un nombre de répétitions qui va être moins important, puisque on a augmenté notamment les distances. Si on prend notre pratiquant 2, on serait sur quelque chose qui pourrait être du style 2 à 4 séries de 5 à 6 répétitions de 25 mètres à haute intensité, donc quasiment à fond, avec une récupération de 30 à 40 secondes, et là encore plutôt une récupération active entre les séries de type 50 mètres nage libre. Une récupération entre nos 2 séquences et une deuxième séquence où on va être sur des distances un petit peu plus longues, mais on va garder une haute intensité, parce que rappelez-vous de la notion d'inertie et de la notion que cette filière, elle est capable de fournir de l'énergie quasiment jusqu'à 2 minutes. Donc il faut forcément qu'on sollicite plus longtemps l'organisme pour pouvoir être dans cette filière. Donc là, on a aussi par rapport à celle d'avant des distances, des récupérations et des intensités qui vont être supérieures à ce qu'on a vu précédemment, et une tendance à avoir un nombre de répétitions qui au contraire va être moins important. Pour notre pratiquant 3, donc qui est, je vous le rappelle, plutôt un PSPER confirmé, on garde la logique de 3 séquences. Une séquence PMT, une séquence avec le scaphandre et une séquence sans palme où il va faire que du battement. Première séquence, on va être sur 2 à 4 séries de 5 à 10 fois 25 mètres. Deuxième séquence, 2 à 4 séries de 4 à 8 fois 50 mètres départ plongé avec scaphandre. Et une troisième série de type 2 à 4 séries de 4 à 8 fois 25 mètres uniquement battement, donc cette fois sans palme. Donc on voit bien qu'on a des intensités qui restent très élevées, mais avec des sollicitations très différentes entre simplement le battement, la nage avec scaphandre, la nage avec palme, et là encore des récupérations actives entre nos séquences, mais aussi entre nos blocs. Donc en résumé, par rapport à la filière précédente, là aussi, distance, récupération et intensité supérieure, mais nombre de répétitions plutôt inférieur.
Pour ce qui est de notre troisième filière, donc notre filière aérobie, donc on a dit tout à l'heure qu'elle avait une inertie de 2 à 4 minutes, sauf encore une fois si on a déjà fait d'autres répétitions avant. Lorsqu'on réalise un effort maximal, on va être en général capable de maintenir 6 à 8 minutes. Ça doit vous rappeler tout à l'heure notre notion de test en continu, hein, c'est à peu près les mêmes temps, ce n'est pas un hasard. Jusqu'à plusieurs heures, d'autant qu'on va diminuer l'intensité. Pour récupérer, on va avoir besoin de quelques minutes à quelques heures selon que l'on soit sur 100% de VMA ou au contraire très loin de ces 100% de VMA. Et pour récupérer d'une séance complète, on va être plutôt aux alentours de 24 heures. Donc cette filière, elle est finalement surtout intéressante pour pouvoir supporter des charges de travail importantes, puisqu'elle va permettre de mettre en place un certain nombre de mécanismes de réserve et de capacité à, entre guillemets, à encaisser des charges de travail. Elle est plus pour les efforts en durée, même si ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve en plongée sportive ou en plongée de loisirs. Elle présente comme gros avantage de permettre de limiter, par exemple, les risques d'essoufflement lorsqu'on est en plongée loisir. Là aussi, comme pour les deux précédentes, lorsqu'on fait des séries, on va quasiment jamais utiliser la récupération complète. On va enchaîner les répétitions de façon à créer entre guillemets, une fatigue plus importante et attendre d'avoir fait toute la série, voire toute la séance, pour laisser la récupération complète. Donc on va garder le même mode, le même principe de présentation avec nos 3 niveaux de plongeurs. Et là aussi, je vais vous proposer des exemples de séquences ou de séances en fonction du niveau de pratique pour développer spécifiquement cette filière aérobie. Donc pour notre pratiquant 1, ça pourrait être par exemple une pyramide avec des distances entre 50 et 200 mètres où on va lui demander d'avoir une intensité moyenne, voire une intensité lente, une vitesse lente, quand on se rapproche du 150 ou du 200 mètres, et de prendre entre chaque distance une récupération qui est de l'ordre de 10 à 30 secondes par distance de 50 mètres parcourus, là aussi selon le niveau du pratiquant. Pour notre pratiquant 2, ça pourrait se décliner en quelque chose comme par exemple 2 à 4 séries de 4 à 5 fois 100 mètres avec une vitesse moyenne, là aussi, et 30 à 40 secondes de récupération entre les répétitions et 50 mètres nage libre entre les séries. Et pour nos pratiquants confirmés, 3 séquences. Une première séquence de PMT où on va le faire nager à VMA palme, puisque comme on a un support palme ou un support battement, la VMA ne sera pas la même. On va avoir une VMA palme et une VMA battement. Donc là, pour le PMT, il faudra être à peu près à VMA palme. 2 à 4 séries de 4 à 8 fois 100 mètres, récup 15 à 30 secondes et 100 mètres d'eau souple. Ensuite, deuxième séquence, 2 à 4 séries de 4 à 8 fois 100 mètres, cette fois à VMA bloc, puisqu'on est avec scaphandre. Là aussi avec des récupérations plus courtes, puisqu'on est à des intensités plus faibles, 100 mètres d'eau souple de récup, et terminé par une séquence PMT de 400 mètres. Donc finalement, si on regarde de façon un petit peu plus globale, on voit que pour être dans cette filière, on a besoin de distance et de temps beaucoup plus importants que ce qu'on avait précédemment dans la filière anaérobie. On a des vitesses ou des intensités qui doivent être inférieures à VMA ou égales à VMA, puisque si on est au-dessus, on a vu tout à l'heure qu'on basculait dans l'autre filière, d'où l'importance encore une fois de connaître cette VMA, et des récupérations qui vont plutôt être plus courtes que ce qu'on a vu précédemment. Donc on a terminé pour cette partie sur les filières énergétiques. De manière plus rapide, on va parler maintenant du deuxième déterminant qui est les qualités physiques. Les deux évidemment étant relativement liés. Donc le principe de l'importance de ces qualités physiques, c'est que déjà ces qualités physiques sont très variées. Un muscle, c'est pas tout faire et en fonction de comment on l'entraîne, il va être plus ou moins performant sur telle ou telle qualité physique.
Alors parmi ces principales qualités physiques, il y a la force maximale, c'est-à-dire la plus grosse charge que je peux être capable de soulever, par exemple. L'endurance, qui parle à tout le monde, même s'il y a différents types d'endurance. On va parler par exemple d'endurance aérobie, ou d'endurance de force, ou d'endurance de vitesse. La souplesse, l'équilibre ou la proprioception, ou encore la puissance ou l'explosivité. Donc pourquoi on les distingue, comme j'ai commencé à vous le dire en introduction, parce que finalement, en fonction de comment je vais travailler, je vais avoir une spécialisation de mon système musculo-squelettique à l'entraînement qui va devenir meilleure dans le type de qualité physique dont je l'ai sollicité. Et plus je m'en éloigne, et moins je vais avoir d'effets. Et on va aussi bien sûr avoir des effets structurels. Il suffit de regarder un marathonien par rapport à un haltérophile et on verra bien qu'ils n'ont pas du tout la même morphologie. Tout simplement parce que là encore, la manière dont ils s'entraînent va entraîner des modifications structurelles importantes. Alors, si on essaye de regarder de façon un petit peu macroscopique cette notion de qualité physique, sans trop rentrer dans le détail, on a cette modélisation assez classique qui distingue 5 grandes qualités physiques qui sont souples, donc les grosses boules qu'on voit sur le schéma: souplesse, coordination, adresse, endurance, vitesse, force. Chacune de ces qualités physiques pures pouvant ensuite plus ou moins se décliner en sous-qualités, entre guillemets, ou qualités associées. Comme par exemple pour la force, on va avoir différentes qualités de force, notamment par exemple la force maximale, qui n'est pas la même chose que la force vitesse, qui finalement revient à la puissance, puisque force fois vitesse c'est puissance, qui va être la combinaison finalement de la force et de la vitesse. Et donc encore une fois, selon les qualités physiques que la tâche nécessite, on va stimuler notre organisme de manière à ce qu'il soit plus performant dans l'une ou plusieurs de ces qualités physiques. Alors c'est rarement une seule, la plupart du temps on a besoin de, c'est ce qu'on va voir dans la suite, on a besoin de plusieurs qualités, et donc une des difficultés c'est d'arriver à travailler simultanément ces différentes qualités qui parfois sont antagonistes. Donc ainsi on va distinguer ces différentes qualités physiques car l'organisme devient surtout meilleur de la manière dont on l'entraîne, dans la modalité où on l'entraîne, et chaque performance sollicite plus ou moins chacune de ces différentes qualités physiques. Mais à chaque boule, entre guillemets, correspond une méthode, ou en tout cas, il y a des méthodes plus performantes que d'autres pour travailler chacune de ces qualités physiques. Donc au travers de ces quelques connaissances, outils et méthodes vues précédemment, on voit progressivement plusieurs principes généraux d'entraînement se dégager. On va revenir sur 3 d'entre eux. Le premier, c'est la notion de surcompensation. Le deuxième, c'est la notion de progressivité. Et le troisième, c'est la notion de spécificité. Tout l'art d'entraîner repose en grande partie sur finalement la maîtrise de ces 3 paramètres. Alors pour le premier, la notion de surcompensation, elle repose sur le principe de surcharge ou de stress de l'organisme, c'est-à-dire qu'on va le sortir entre guillemets de sa zone de confort, on va le sortir de ses habitudes et on va provoquer une fatigue, qu'elle soit locale ou globale, qui peut se modéliser telle que la petite courbe qui vous est présentée là, avec 4 parties, 4 étapes. Donc la première, c'est le moment où je vais le fatiguer, autrement dit quand je vais l'entraîner. Donc je vais entraîner une baisse de performance, donc c'est la partie 1, la courbe qui descend. Une fois que j'arrête de le stresser, il va récupérer, il va revenir à son niveau de départ et il va même le dépasser. Donc c'est la partie 3 qu'on appelle la zone de surcompensation, c'est-à-dire qu'il est meilleur après avoir été entraîné, si on lui laisse le temps de récupérer, qu'il ne l'était avant. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il y a la partie 4, c'est-à-dire que si on ne fait rien, très vite, il revient à son niveau de départ, c'est-à-dire comme si on n'avait rien fait quelque part. Donc ça se résume finalement dans ce que les anglo-saxons appellent no pain, no gain. C'est si on veut progresser, il faut, entre guillemets, de l'effort, il faut de la douleur, il faut stresser l'organisme pour qu'il s'adapte et qu'il soit meilleur à la suite de cette stimulation. Donc finalement, l'entraînement,
Si on reste très théorique, il s'agit de réaliser une fatigue, d'attendre que l'organisme arrive au maximum de sa surcompensation, et puis avant qu'il redescende, de reproposer une autre séance, une autre charge d'entraînement pour qu'il monte encore plus haut la fois d'après. Donc ça, c'est la théorie, hein, c'est sur le papier. Maintenant, c'est relativement difficile à objectiver de façon très précise, même si en entraînement, on arrive quand même plus ou moins à savoir où on se situe. L'autre solution, c'est de ne pas attendre que l'organisme ait complètement récupéré de sa première séance, et avant qu'il ait complètement récupéré, de lui remettre une charge d'entraînement pour qu'il récupère un petit peu, mais que la fois d'après, il descende un petit peu plus bas, et ainsi de suite, jusqu'à un moment où il faut quand même lui laisser le temps de récupérer, mais quand on va lui laisser le temps de récupérer, il va cette fois progresser beaucoup plus que dans le cas précédent, parce qu'il sera aussi descendu plus bas. L'inconvénient quand on fait ça, ou le risque quand on fait ça, c'est que certes c'est plus efficace, mais le risque c'est qu'on arrive à un surentraînement, c'est-à-dire que l'organisme n'arrive plus à suivre, ou que l'organisme se blesse. Donc toute la subtilité, c'est d'arriver à descendre, à l'amener dans ses retranchements, mais pas trop loin, parce que sinon après il se casse, ou il arrive à une période de surentraînement où il n'arrive plus à suivre. Mais dans cette logique-là, on progresse davantage que dans la logique précédente. Donc cette notion de surcompensation, elle est bien évidemment à mettre en parallèle avec la notion de répétition de charge. Pour avoir des effets significatifs ou pour avoir des effets durables, il faut de la répétition. Quand on est sur un élément technique, pour donner un ordre de grandeur, on sait très bien que quelquefois, après quelques répétitions, quelquefois même sur une séance, on a un progrès technique. Sauf que si on veut que ce progrès ne soit pas éphémère, soit durable, on ne peut pas se limiter simplement à quelques répétitions. Si on veut que ce soit durable, il faut tout de suite des centaines de répétitions pour arriver à quelque chose d'un petit peu durable dans le temps. Et si on veut vraiment optimiser, là on est carrément sur des milliers, voire des dizaines de milliers de répétitions de gestes pour arriver à optimiser quelque chose d'un point de vue technique. Au niveau énergétique, pour garder la partie précédente, c'est un petit peu la même chose. Quand on est en dessous d'une dizaine de séances, très souvent, on sait très bien que c'est plutôt une amélioration technique qu'une amélioration en termes de capacité à fournir de l'énergie. Si on veut vraiment améliorer la partie énergétique, il faut dépasser le cap d'une dizaine de séances. Et là aussi, si on s'arrête là, les effets ne seront pas tellement durables dans le temps. Si on veut que ce soit durable dans le temps, il faut tout de suite passer à des centaines d'heures de travail, voire à des milliers, si on veut là aussi optimiser la capacité de l'organisme à produire de l'énergie. Autrement dit, les transformations ou les adaptations sont durables à partir du moment où on a un temps, où on a un nombre de répétitions important. En dessous, ça reste très éphémère. La deuxième notion importante, celle de progressivité. Donc on a vu quand on faisait une séance, on avait une fatigue et finalement l'organisme après il est meilleur qu'avant. Donc finalement, si je reste toujours sur la même charge de travail, comme l'organisme est meilleur, de façon relative, je vais le solliciter de moins en moins. Et donc quelque part, je vais arrêter de progresser. Et c'est ce qui se passe très souvent. Après quelques séances, on stagne parce que finalement, j'ai un petit peu progressé, mais comme j'ai tendance à rester à peu près sur la même chose, en relative, j'en fais de moins en moins. Donc finalement, je ne progresse plus très vite. Et donc toute la difficulté, ça va être de trouver entre guillemets de combien j'ai progressé, donc de combien je peux augmenter ma charge de travail pour en relatif rester toujours à peu près sur les mêmes charges de travail. Et donc on arrive à cette notion de charge optimale, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une charge en termes de kilomètres ou de masse, mais c'est plutôt stimuler suffisamment l'organisme pour qu'il continue à être dans cette phase de surcompensation et continuer à progresser. La troisième notion importante, c'est la notion de spécificité de l'entraînement. Quand je m'entraîne dans une situation, je suis meilleur dans une situation. Si je m'entraîne sur une qualité physique, je vais beaucoup progresser sur cette qualité physique et je vais d'autant moins progresser que je vais être sur des qualités physiques qui sont distantes de cette qualité physique sur laquelle je m'entraîne.
Le processus d'amélioration, si on veut qu'il soit plus général, la corollaire, c'est qu'il faut beaucoup de variété dans les situations d'entraînement et non pas rester toujours sur les mêmes situations, que ce soit en termes de distance, en termes d'intensité ou en termes de qualité physique qui vont être sollicités. Donc maintenant que ces concepts de base sont posés, on va pouvoir aborder quelques éléments de planification et de programmation, c'est-à-dire finalement, là on était surtout sur une séquence ou une situation, mais on n'a pas tellement discuté de comment on va enchaîner les séances ou comment on va enchaîner les séquences pour essayer d'améliorer la performance. Encore une fois, performance au sens large. La notion de planification, c'est de déterminer quand est-ce qu'on veut notre pic de performance. Vous avez vu que la notion temporelle était importante par rapport à la notion de surcompensation et la notion de récupération. La notion de programmation, c'est comment je vais structurer l'enchaînement de mes séances, voire l'enchaînement de mes mois, voire de mes années d'entraînement, si on est sur un plan de carrière, par exemple, de façon à arriver à un ou plusieurs pics de performance à l'instant que j'aurai défini à l'avance. Pour ça, on va avoir besoin de nos déterminants, dont on a parlé tout à l'heure. On va avoir besoin de notre niveau de départ, c'est-à-dire d'évaluer le niveau de départ de nos sportifs et de quantifier les moyens qu'on a à disposition, par exemple en termes de fréquence d'accès à la piscine ou de disponibilité du plongeur. Combien de fois par semaine il est prêt à faire quelque chose, par exemple, pour progresser. Pour planifier, on va avoir besoin de 3 parties qui sont évidemment imbriquées les unes dans les autres. Donc la première, c'est l'analyse de la tâche. C'est-à-dire il faut identifier clairement dans ce vers quoi je veux amener mon athlète. Ça peut être un 50 mètres, ça peut être notre 200 mètres mannequin, ça peut être simplement d'être plus à l'aise dans les sorties en plongée loisir. Donc analyser la tâche vers laquelle je veux l'amener. Évaluer le niveau de départ et ensuite déterminer s'il y a une date précise, à quelle date il doit être au maximum de sa performance et quelle est la performance que je vais viser. Et c'est seulement quand on a déterminé ça qu'on va pouvoir commencer à parler de programmation, c'est-à-dire de réfléchir à comment on va organiser nos différentes séquences de travail, comment on va enchaîner les différentes qualités physiques qu'on veut développer pour arriver à notre performance au moment où on l'a décidé. La phase de programmation, donc c'est celle des choix. On ne peut pas tout travailler en même temps, on ne peut pas tout travailler à fond à chaque fois. Donc on va faire des choix, on va déterminer des périodes où on va mettre l'accent sur telle ou telle qualité physique ou telle filière énergétique. Mais on va toujours essayer de garder une charge malgré tout de travail suffisante pour créer notre surcompensation telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc on va essayer de déterminer une charge physique de travail. Ça peut être par exemple un nombre de kilomètres de nage ou un nombre de kilomètres à vélo si on est sur des cyclistes. Et ensuite on va essayer de le décliner également en termes de charge globale, c'est-à-dire également éventuellement la charge mentale, éventuellement la préparation technique de notre athlète. L'objectif, encore une fois, c'est de faire se superposer toutes nos phases de surcompensation pour qu'elles arrivent en même temps au moment de notre pic de performance ou de notre examen, si on est sur un examen pour préparer un niveau par exemple. Donc la phase de planification, on a vu, elle passe par une analyse de la tâche dont on va chercher à améliorer la performance. Elle comprend donc notamment la caractérisation des déterminants qu'on a vus tout à l'heure. Elle comprend aussi une estimation de leur contribution relative, les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que j'ai le plus besoin parmi eux? Donc pour que ce soit un petit peu plus concret, on va reprendre pour nos 2 types de pratiquants, celui qui cherche à s'entretenir et celui qui cherche à préparer l'épreuve du mannequin, et on va regarder un petit peu comment ça peut se traduire. Donc pour notre entretien
dans l'optique d'améliorer sa sécurité et celle des autres, voire d'améliorer son plaisir lors des plongées. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en termes de plongée, on va avoir besoin d'une certaine capacité d'apnée, par exemple en cas de panne d'air, par exemple si on doit faire une intervention sur un plongeur en difficulté quand on est en surface. On va avoir besoin d'une certaine capacité de palmage, que ce soit caplé ou non caplé, par exemple pour rejoindre le bateau, par exemple si on veut un petit peu limiter la consommation en air, si on a besoin de lutter contre le courant, si on a besoin de se déplacer pour aller sur un site ou encore de remorquer un coéquipier en difficulté. Et on va avoir besoin de certaines qualités de force, par exemple pour porter son bloc, parce que mine de rien, ça pèse quand même son poids, quand il s'agit de remonter sur le bateau ou si on a besoin de sortir un plongeur de l'eau. Donc si on reprend nos déterminants de tout à l'heure, on s'aperçoit que finalement on a un petit peu besoin de nos 3 filières, mais qu'on va quand même plutôt être sur une filière aérobie, puisqu'on n'est quand même pas dans l'optique forcément que ça aille le plus vite possible, même si on a besoin parfois, si par exemple on doit intervenir sur un plongeur, que ça traîne pas trop non plus, parce que il a besoin éventuellement de secours ou de soins derrière. Si on regarde qualité mentale ou cognitive, on n'a pas forcément besoin de qualité particulière. Par contre, on va avoir besoin de qualité physique, plutôt de type résistance, voire éventuellement de force pour certains éléments, comme on a dit, sortir un plongeur de l'eau, porter son bloc. On va avoir besoin de qualité technique, comme par exemple du palmage, de l'immersion, du remorquage, gérer son effort. Et par contre, les autres éléments, que ce soit tactique, environnement, etc., a priori, on n'en a pas particulièrement besoin. Si on prend notre deuxième exemple, donc se préparer à l'épreuve de sauvetage. Donc pour rappel, l'épreuve de sauvetage, c'est 100 mètres PMT, un canard, une apnée de 20 secondes en dynamique, moins de 10 secondes de récupération en surface, et on replonge, on prend son mannequin, on fait le signal de détresse et on le remorque sur 100 mètres. Donc si on s'intéresse à cet exemple-là, au niveau énergétique, si on est sur quelqu'un qui a besoin de s'entraîner, donc on peut penser qu'il est plutôt dans la partie supérieure, c'est-à-dire 6 à 8 minutes en termes de durée de l'effort, puisque c'est le maximum qui est autorisé pour cette épreuve. En termes de qualité mentale cognitive, pareil, pas forcément besoin de s'attarder dessus. En termes de qualité physique, on serait plutôt sur de l'endurance de force cette fois, ou sur de l'endurance de type capacité aérobie. On a besoin aussi de quelques techniques, comme là aussi le palmage, arriver à avoir une trajectoire, surtout lorsqu'on remorque relativement linéaire, le canard, la gestion de l'effort pour pouvoir passer son apnée de 20 secondes en dynamique. Le matériel peut jouer un rôle finalement non négligeable aussi, notamment si par exemple l'épreuve se fait en milieu naturel, où on va avoir la combinaison, donc il va falloir gérer son lestage, avoir éventuellement des palmes aussi adaptées par rapport aux capacités de l'athlète, les autres déterminants étant pas forcément importants. Donc si on prend notre exemple 2, on a dit tout à l'heure qu'on avait besoin d'évaluer. On va voir des exemples de ce qu'on peut utiliser pour évaluer sur cette épreuve-là. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est un 200 Palmasque Tuba déjà, voir ce qu'il est capable de faire sur 200 mètres, le mettre sur des distances qui correspondent, même si c'est évidemment beaucoup plus facile que l'épreuve du mannequin, au moins sur la même distance que ce qu'il aura à faire. Ça peut être intéressant aussi de prendre les temps à chaque 50, de façon à pouvoir voir comment il arrive à gérer son effort sur la distance. Une apnée dynamique longue, mais départ repos, pour ne pas être en situation d'hypercapnie comme il va l'être derrière, et là aussi pouvoir faire le lien avec la gestion de l'effort. Une mesure avec le 100 mètres PMT plus l'apnée dynamique, où là on va, en comparant avec la valeur précédente, pouvoir voir justement le rôle de la gestion de l'effort et de l'hypercapnie. Que le mannequin, pour voir si c'est effectivement plutôt ce versant-là qui est important à développer pour lui. Et puis bien sûr l'épreuve complète, où il faudra
aussi prendre le temps complet nécessaire à l'apnée, même s'il ne la fait pas complètement, de façon à avoir un temps qui, là aussi, permette de se caler par rapport aux exigences de l'épreuve. Donc ça, c'est un exemple de valeur initiale qu'on peut prendre pour derrière essayer de planifier au mieux et de programmer notre entraînement. Alors maintenant qu'on a vu tous ces éléments de la cible à atteindre, c'est-à-dire l'étape de planification, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans le détail de la partie programmation, c'est-à-dire la manière d'entraîner, la manière dont on va enchaîner les séquences de travail pour atteindre notre objectif final. Classiquement, on va réaliser un découpage qui va se faire en blocs, les blocs s'emboîtant les uns dans les autres. Classiquement, si on est sur un découpage sur une année, ça peut être moins bien sûr, mais si on est sur un découpage sur une année, on va plutôt avoir un découpage en ce qu'on appelle des macrocycles qui vont être 2 à 4 grandes périodes, donc qui vont forcément correspondre à plusieurs mois de travail. Ces macrocycles étant eux-mêmes découpés en mésocycles, souvent plus ou moins un mois en termes de durée, qui eux-mêmes vont être découpés en microcycles. Donc souvent, on est plutôt sur des séquences qui vont durer 1 ou 2 semaines. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, nos séances qui sont en règle générale entre 30 minutes et 2 heures pour ce qui est en tout cas des activités de plongée. Et les séances elles-mêmes étant découpées en situation de travail, comme on a pu voir des exemples tout à l'heure. Alors, le découpage, évidemment, ce n'est pas juste pour dire de couper en semaine ou en séance, c'est parce que, en fait, ça correspond à des périodes pendant lesquelles on va mettre l'accent sur un nombre réduit d'objectifs, puisque, rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit, si on veut vraiment qu'il y ait des gains, il faut qu'il y ait de la charge, il faut qu'il y ait de la répétition. Donc, on va mettre l'accent pendant ces périodes sur un nombre réduit d'éléments. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que ça, mais on va mettre l'accent quand même sur un nombre réduit parce que il faut qu'il y ait de la charge pour qu'il y ait de la répétition. Par exemple, on peut avoir un macrocycle plutôt, on va dire, en début de période, qui va être orienté vers l'endurance générale, donc finalement vers le développement de la capacité aérobie, plutôt en début de saison. Ou, autre exemple, on peut avoir un mésocycle qui va être plus particulièrement sur la force maximale des membres inférieurs, un peu plus tard, plutôt à mi-saison. Alors, sans rentrer dans le détail de la programmation, donc qui reste quand même multifactorielle et donc on ne peut pas toujours tout généraliser, on va quand même voir quelques notions un petit peu plus générales qui s'appliquent, on va dire, à peu près à tous les types de programmation. Plus on va être loin du pic de performance recherché, plus on va plutôt privilégier un travail foncier, c'est-à-dire un travail en volume, où on va travailler un petit peu toutes les qualités physiques, on va travailler un petit peu toutes les filières, mais on va quand même mettre un peu plus l'accent sur la filière aérobie et sur la préparation physique générale. On va plutôt être sur des grosses séances avec des intensités qui sont en général pas maximales, ou en tout cas pas à chaque séance. On va plutôt être sur des intensités moyennes, voire élevées. Parce qu'on va être sur des éléments où on cherche des modifications structurelles qui prennent du temps, comme par exemple l'angiogénèse ou l'hypertrophie. Donc ça va faire plus de capillaires pour pouvoir ramener plus facilement l'oxygène, ou faire des gros muscles parce que on a besoin que notre athlète il ait un peu plus de masse pour être plus performant. Et ça prend du temps, ça ne peut pas se faire en quelques séances. Plus on va se rapprocher du pic de performance, plus on va au contraire avoir des séances ou des cycles qui vont être beaucoup plus orientés sur la technique, qui vont être beaucoup plus orientés sur la filière ou les qualités physiques telles qu'elles sont sollicitées spécifiquement dans la tâche pour laquelle on cherche à améliorer la performance. Plus on va avoir tendance à diminuer le volume et plus on va avoir tendance à augmenter au contraire l'intensité et surtout l'intensité spécifique à la tâche. Et puis une période qu'on appelle classiquement la période d'affûtage, qui va de quelques jours à quelques semaines avant le pic de performance, où là au contraire on va réduire de façon importante l'intensité et le volume. On va être essentiellement sur des éléments techniques
parce que l'objectif, ça va être de permettre à l'athlète au maximum de surcompenser. On va être sur un travail de sensation pour lui laisser un maximum de récupération d'un point de vue physiologique pour arriver à son pic de performance derrière. Donc la charge absolue de travail, comme on a dit tout à l'heure, par exemple en termes de kilomètres de nage ou de kilomètres si on est à vélo ou autre, elle va être assez fluctuante d'une période à l'autre parce qu'elle va dépendre par exemple de la filière ou de la qualité physique qu'on va chercher à solliciter plus spécifiquement. Mais la charge, d'une manière générale, on va chercher à ce qu'elle soit à peu près constante, ou en tout cas ce qu'on appelle de manière impropre optimale, c'est-à-dire toujours à peu près la même, de façon à avoir un maximum de surcompensation quand on regarde l'entraînement d'une manière générale. Donc là, c'est ce qu'on voit sur une planification, hein, entre à gauche la reprise et complètement à droite le pic de performance. Classiquement, on va distinguer une phase où on va monter en charge, c'est-à-dire qu'on va augmenter progressivement la charge globale de travail. On va ensuite être sur une période assez longue où on va être sur cette fameuse charge optimale, donc on va être toujours entre guillemets dans l'optique de solliciter un maximum de surcompensation, tout paramètre confondu, encore une fois, pas que de la physio ou que de la force. Et ensuite, on arrive sur une période d'affûtage où on va être proche de la performance, où là, au contraire, on va diminuer la charge d'un point de vue physiologique ou technique, et on va travailler vraiment sur des éléments très fins et laisser le plus possible à l'athlète la possibilité de surcompenser. Alors les trous qu'il y a entre les rectangles, là, bien sûr, c'est les périodes de récupération, puisqu'il faut forcément qu'il y ait de la récupération. Donc à partir de deux exemples, toujours pour le même type de pratiquant, on va voir un petit peu comment ça peut se décliner. Donc on va prendre notre pratiquant 2 qui prépare l'épreuve du mannequin et notre pratiquant 3 qui, par exemple, travaillerait le 50 immersions pour un PS-PUR. Alors pour nos pratiquants 2 qui préparent l'épreuve du mannequin, alors on va partir de l'hypothèse qu'on a 4 mois pour l'entraîner, qu'on a 2 séances de piscine par semaine, qu'à l'évaluation initiale, il est proche de ses 8 minutes et qu'il a du mal, voire qu'il ne passe pas son apnée. Et donc on va proposer une planification de façon à viser 6 minutes ou autour de 6 minutes 30 sur l'épreuve pour qu'il ait un peu de marge, qu'il ne soit pas trop en stress au moment où il va passer, qu'il arrive bien sûr à passer son apnée dans les délais de nos 4 mois. Donc pour ça, on peut proposer par exemple une programmation sur 4 cycles qui serait approximativement d'1 mois pour faire ces 2 séances de piscine et lui proposer de faire un footing en dehors et une séquence de, entre guillemets, ce que j'appelle apnée canapé, hein, c'est-à-dire faire des apnées à la maison mais assis tranquillement pour pouvoir les faire tout seul et pas avoir de contraintes. Et sur un premier cycle, donc qui serait plutôt un travail foncier où on travaillerait plutôt la capacité aérobie et les apnées dynamiques, mais sans être avec un effort au préalable, donc être à l'aise finalement sur les 20 secondes d'apnée qui vont être demandées. Un deuxième cycle où on serait plutôt sur de la puissance aérobie et cette fois un travail plutôt d'apnée dynamique, donc plutôt de type hypercapnique. Un troisième cycle plutôt du remorquage et donc de la partie aller chercher le mannequin, faire le signal de détresse, faire son remorquage d'air jusqu'à l'arrivée. Et puis garder le dernier cycle pour, entre guillemets, une phase d'optimisation où on retravaillerait vraiment les éléments qui permettraient de gratter quelques secondes et de gagner en aisance et de permettre à notre nageur d'aller éventuellement chercher quelques points et en tout cas d'assurer son épreuve. Si on regarde pour notre PS-PUR confirmé, donc là, on serait plutôt dans l'optique de faire un pic de performance au moment des championnats de France, une planification annuelle, donc de la reprise en septembre jusqu'à ce pic de performance en juin.
Donc on aurait là à chaque fois le mode de présentation que je vous propose, c'est sur la gauche vous avez ce qui est travaillé et en bleu ou en texte vous avez l'importance relative que ça représente au cours de la période d'entraînement. Donc là par exemple la phase qui est de travailler les qualités physiques des muscles respiratoires et l'apnée, important évidemment sur la reprise, plus on va aller vers le pic de performance et moins on va le travailler. Pour ce qui est de la préparation physique générale, surtout en gros sur la première moitié de saison, qui va se transformer progressivement en préparation physique spécifique, mais qui là aussi va s'arrêter bien avant le pic de performance. La préparation mentale, qui va être elle au contraire croissante sur l'ensemble de la période. La partie travail entre guillemets de la souplesse, donc là qui va être travaillée tout le temps. La partie musculation avec les principales qualités physiques qui vont être sollicitées et chronologiquement d'abord de la force max, ensuite de l'endurance de force, de la vitesse et enfin de la puissance. Le travail de l'équilibre et de la proprioception et du renforcement musculaire des chevilles puisqu'elles sont extrêmement sollicitées avec les palmes. Donc ça aussi, on va plutôt le travailler à la reprise et de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance. Et évidemment, on va s'arrêter bien avant le pic de performance. Le travail spécifique, palmasque tuba. Le travail des techniques nécessaires aux différentes épreuves. Donc par exemple, le départ plongé, la phase où on accroche le mousqueton, la phase où on gonfle, l'arrivée, etc. Et le travail des filières énergétiques où là aussi, on va séquencer, commencer par un travail plus spécifique en capacité en puissance aérobie pour aller ensuite vers capacité puissance lactique et terminer sur la dernière période vraiment avec un travail spécifique en puissance lactique et alactique puisque c'est ce qui va être le plus sollicité sur l'épreuve du 50. Donc ainsi on a pu voir dans cette présentation un certain nombre de clés, un certain nombre d'outils, de méthodes pour organiser, planifier, programmer nos entraînements, qu'on soit dans l'optique de s'entretenir physiquement pour un plongeur loisir, de préparer une épreuve de formation ou de performer dans une discipline sportive. Donc on a vu qu'il y avait des choses qui étaient finalement communes, des outils, des principes qui étaient communs, même si encore une fois, bien sûr, la transposition après sur le terrain en termes d'entraînement, elle n'est pas du tout la même. Évidemment. Mais quelque part, c'est un petit peu le même combat, c'est de pousser l'organisme dans ses retranchements pour qu'il s'adapte et qu'il soit plus performant derrière sur ce vers quoi on veut l'amener. Alors les principes de base restent les mêmes. Ce qui va surtout changer, vous avez pu le constater, c'est le niveau de détail, la quantité d'éléments qu'on va solliciter, voire la durée, la période, l'intensité, la charge qu'on va appliquer. Mais quelque part, c'est le même organisme qui est derrière. Le corps humain, c'est le même pour tout le monde. Et quelque part, un certain nombre d'outils, un certain nombre de techniques sont similaires, quelle que soit l'approche d'entraînement qu'on va avoir. On va retrouver trois grandes étapes. Une étape importante de planification, où il faut qu'on évalue notre pratiquant. Il faut qu'on analyse la tâche, vers quoi on veut l'amener, quelles sont les ressources qui sont sollicitées. Quels sont les objectifs qu'on se fixe, éventuellement les échelons intermédiaires, les temps de passage, entre guillemets, par exemple la mi-période, pour éventuellement pouvoir corriger si on s'aperçoit que la progression ne va pas dans le sens attendu. Et puis ensuite, une phase de programmation où là, on va organiser vraiment les entraînements en fonction de ce qu'on a défini dans l'étape précédente, que ce soit par semaine, par mois, par année, ou voire même sur plusieurs années. Choisir là où les méthodes, là où les techniques spécifiques aux objectifs visés, il n'y a pas de solution miracle, sinon ça se saurait, il n'y aurait pas d'entraîneur, il y aurait un petit guide qui marcherait pour tout le monde et il suffirait de suivre le guide, quoi. Donc après, on est un petit peu comme dans la recette de cuisine, on va aller chercher les techniques, les outils en fonction de ce qu'on veut obtenir au final. Et puis bien sûr, l'étape la plus importante, qui est quand même de se faire plaisir dans l'eau, quelle que soit l'approche qui est visée.
Je vous remercie de votre attention et je terminerai par cette petite image humoristique d'une discipline relativement récente au sein de notre fédération, qui est Sirène et Triton, qui sont en fait des activités où ils se transforment en sirènes et ils font des spectacles aquatiques et subaquatiques.